lancé Smart Keyword il y a 4 ans et demi avec un passif en fait en ingénierie financière, donc maths informatique. Et en gros, je me suis passionné pour le SEO il y a 5-6 ans. J'ai lancé la boîte du coup il y a 4 ans et demi. Aujourd'hui, on est 25 et on accompagne en fait tout type d'entreprise en SEO. On fait que du SEO. Et voilà. Et là, je vais vous parler de B2B parce qu'on a la chance d'accompagner des entreprises comme Alan, Content Square, et tout un tas d'autres boîtes dans le B2B. Donc, on a une petite, enfin non, on a une belle expertise voilà sur le sujet. Et donc, l'idée, c'est de la partager pour voir aussi comment ça peut marcher avec des sites qui ne sont pas forcément aussi gros qu'un Alan, quoi. Voilà. Donc, on va passer à la suite pour surtout passer au concret. Alors, je commence très rapidement par pourquoi le SEO en B2B, parce que finalement, c'est parfois une question qu'on se pose, hein, surtout. Alors, on se la pose un peu moins depuis le Covid, mais jusqu'à il y a 1 an et demi, 2 ans, on se disait un peu, oui, le SEO, bon, pour un site e-commerce, je comprends. Pour mon site B2B, de toute façon, ça se passe sur des événements, ça se passe par le réseau, etc. L'idée aujourd'hui, c'est qu'en fait, même si l'acte d'achat ne va pas forcément avoir lieu en ligne, surtout en B2B, en tout cas, l'acte d'achat est renseigné. C'est-à-dire que la personne, en fait, que ce soit parce que vous lui avez envoyé un devis et qu'elle confirme un peu que vous avez l'air d'avoir une bonne réputation, ou que, en fait, vous l'ayez prospecté et qu'elle puisse voir un peu qui vous êtes, elle va vous googler en fait. Donc il y a une problématique à la fois d'irréputation, s'assurer sur le fait que quand on tape votre marque, la première page de résultats de Google, elle donne envie. S'assurer que par exemple quand on tape votre tour de marque avec avis, ça ressemble aussi à quelque chose pour se dire tiens, est-ce que je me suis pas fait un peu fait bastonner par la concurrence, qu'est-ce qui arrive parfois, hein, qui écrivent des articles volontairement sur votre marque. Là, on voit que par exemple sur un BTC, la page a l'air de ressembler à quelque chose, même si elle n'est pas magnifique pour autant. Et puis aussi parce que par exemple, si je cherche, alors ça c'est les sujets favoris de Julien, mais si je cherche en fait des techniques en marketing digital, par exemple pour faire des emails outbound, je vais peut-être taper des requêtes type Best Email Outreach Tool. Et là, en fait, on voit typiquement que sur ce genre de requêtes, on en parlera tout à l'heure, mais souvent quand on tape en fait une agence ou un outil ou etc., en fait on voit que Google adore envoyer vers des pages de listing en fait, parce que plutôt que d'envoyer directement vers mon site à moi si vous tapez agence SEO ou un autre, c'est plutôt faire un comparatif des super meilleurs outils disponibles sur le marché, parce que du coup comme ils considèrent que vous êtes dans une phase d'investigation, ils vous aident à investiguer plutôt que d'avoir du contenu plutôt publicitaire. Donc ça c'est hyper important et on va en parler de faire un peu l'étude de mots-clés. Donc vraiment là sur les 50 minutes qui nous restent, c'est que vous ne pensiez que à votre site à vous et que du coup tout ce que je puisse dire vous fasse peut-être penser à votre site et à tiens qu'est-ce que moi mon persona pourrait taper pour me chercher. Parce qu'en fait en fonction de ces requêtes, c'est là où on va dire du coup quel type de contenu il faut que j'écrive, peut-être à quelles questions il faut que je réponde quand on voit ce genre de résultats dans les pages de résultats. Donc c'est vraiment ça qui compte. Après, alors ça c'est juste, on va passer très vite. L'idée c'est, il y a un abus de langage évidemment qui est quand on parle de SEO, de parler de Google. C'est juste que voilà, là on est en France et 92% des recherches en fait, c'est Google. Et puis de toute manière entre guillemets, Bing et Ecosia, Quant et tout ça court après. Donc optimiser son site pour Google, c'est optimiser son site pour le SEO. Donc et puis Google a de toute manière toujours un peu une longueur d'avance. Pour une raison aussi assez simple, hein, c'est que je ne sais pas parmi vous combien ont un téléphone Android ou utilisent en ce moment Google Chrome, mais l'idée c'est qu'il a vachement plus de données en fait que tous les autres moteurs. Donc il est capable en fait d'avoir toute cette brique d'intelligence artificielle au-dessus de l'algorithme qui permet de savoir comment les gens réagissent avec votre site. Donc ça, je fais une mini aparté. Ce que ça veut dire, c'est que si je cherche par exemple meilleure agence immobilière par exemple à Paris, en fait, Google est capable de savoir si, par exemple, j'ai cliqué ici et que le contenu m'a pas plu et que je suis revenu, que j'ai cliqué ici, que ça m'a pas plu et que je suis revenu, et qu'après, par exemple, je clique ici et que je me balade. Là, en fait, il comprend que, par exemple, OK, lui, d'après son algo, il était 4e alors que les 2 premiers étaient au-dessus parce que peut-être mieux optimisé d'un point de vue SEO. Mais là, il va comprendre ici que d'un point de vue interface utilisateur, temps passé sur le site, peut-être nombre de pages vues par session, etc., que cette page vaut plus le coup
que les 2 résultats qu'il y avait au-dessus. Et du coup, il va peut-être remettre ce site-là en fait au-dessus parce qu'il va se dire, ben, moi j'avais mon algo et j'avais pensé que celui-là était moins bien que les 2 autres. Les utilisateurs trouvent qu'en fait celui-là est mieux et donc du coup, en fait, moi je fais confiance aux utilisateurs parce qu'il faut pas oublier que on est évidemment les clients de Google et donc en fait, ils ne cherchent qu'à une chose, c'est évidemment à nous vendre du référencement payant, mais aussi pour ne pas qu'on fuit, comme on a fui il y a une vingtaine d'années les Lycos et les AltaVista, etc. Ils cherchent aussi à ce que les résultats soient le plus pertinents possible, évidemment. Donc voilà, donc en gros, Google égale SEO, en tout cas, quand on est en France strictement, on peut tout à fait se le permettre. Alors, je démarre ici par l'étude de marché parce que souvent, en fait, quand on parle de SEO, nous, ce qu'on voit chez les interlocuteurs, c'est que c'est un peu le parent pauvre de votre stratégie de marketing digital parce que ça passionne un peu moins les marketeurs, c'est moins rigolo que de faire du Facebook Ads ou du LinkedIn, etc. Ça a une réputation assez technique, etc. Et je pense que derrière ça, on oublie en fait le côté hyper puissant du SEO comme du SIA sur l'aspect en fait étude de marché, c'est-à-dire l'étude de mots-clés. Donc c'est vraiment ce côté, je me répète, hein, si vous vous mettez à la place de votre persona, qu'est-ce qui va taper pour vous trouver? Et du coup, comment en fait les gens se renseignent en ligne? Donc c'est une étude de marché en ligne en fait par laquelle on commence. Donc si quand on va travailler avec un nouveau client, la première chose qu'on se dit, c'est du coup la fameuse étude marketing de qui est ton persona. Donc c'est Julie, elle est entre 25 et 35 ans, elle se recherche, voilà, elle a fait une école de commerce ou pas, etc., etc. Et les types de mots-clés qu'elle va rechercher, il va y avoir peut-être des mots-clés commerciaux, des mots-clés transactionnels, des mots-clés informationnels. Donc là, je vous donne après un exemple sur Alan, dont je vous ai parlé un tout petit peu plus tôt. Donc, c'est une mutuelle pour entreprise. Typiquement, le mot-clé commercial, ça sera mutuelle entreprise. Le mot-clé transactionnel, ça sera comment choisir sa mutuelle ou le top 10 des meilleures mutuelles. Le mot-clé informationnel, c'est est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle en fait pour un stagiaire? Et l'idée, c'est de couvrir tout le spectre. C'est-à-dire que très très souvent, on s'intéresse qu'aux mots-clés commerciaux. Et du coup, le site peut être assez pauvre d'un point de vue contenu. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un peu un double effet qui se coule sur le fait de travailler les mots-clés transactionnels et informationnels, parce que à la fois, ils vont vous apporter du trafic, donc concrètement, ça sera peut-être pas le trafic qui convertit le plus, mais ce trafic-là, il vous permet, alors si vous avez une stratégie marketing digital un peu globale, de faire ce qu'on appelle du retargeting après sur d'autres canaux. Donc la personne, elle est arrivée sur comment trouver une mutuelle pour les stagiaires et en fait, vous allez la retargeter sur LinkedIn ou en display avec Google Ads. Ou alors, en fait, vous allez aussi profiter de cette audience parce que Google se dit, ah s'il est pertinent sur toutes ces requêtes-là, c'est peut-être qu'il est pertinent sur la requête la plus phare. Et ça, c'est évidemment les mots-clés commerciaux, les mots-clés qui nous intéressent le plus, parce que c'est ceux sur lesquels on bataille évidemment le plus en AdWords aussi. Donc on peut aussi voir le SEO là-dessus comme une économie de coût par clic en fait sur le SIA. Le concept un petit peu technique entre guillemets derrière cette étude de mots-clés, c'est de se dire si ça c'est votre page d'accueil, il faut que votre site soit hyper bien catégorisé pour que Google comprenne en fait c'est quoi votre expertise. Donc là, si je prends Pilotine, on est une agence WordPress, ok, et après il va y avoir peut-être un volet création de site, avec tout un tas de sous-pages qui vont être les créations de sites WordPress, création de sites WordPress B2B, création de sites WordPress B2C, création de sites WordPress e-commerce, etc. Donc là, on va essayer de prouver à Google qu'on est des dieux sur WordPress. Et puis, on va peut-être essayer aussi de montrer qu'on est super fort sur le marketing digital. Et donc, en fait, on va faire ici des formations marketing digital. Et là, il y aura la formation comment avoir plein de personnes sur un webinaire, comment en fait attirer des prospects sur LinkedIn, etc. Et donc, l'idée, c'est de hyper bien thématiser votre site pour que Google se dise, en fait, chaque nœud ici, si vous voulez, ça serait les mots-clés transactionnels, donc les pages les plus concurrentielles, et il faut les densifier avec plein de sous-pages pour que Google se dise « Ok, c'est bon, je le positionne parce qu'il a l'air de valoir le coup ». Et tiens, petit challenge, Louis. Donc nous, effectivement, agence WordPress, donc on fait des sites WordPress. Donc effectivement, il y a le cocon site WordPress, mais on fait aussi des formations WordPress. Est-ce que tu séparerais site et formation, même s'il y a des mots-clés WordPress dans les formations, ou tu mettrais tout ce qui est en lien avec WordPress d'un côté, tout ce qui est en lien avec le marketing digital d'un autre? Est-ce qu'il y a une recette miracle là-dessus? Eh ben non, en fait, alors on va regarder les volumes de recherche là-dessus pour savoir en fait si ça vaut le coup de les séparer ou au contraire de se dire non mais WordPress c'est tellement concurrentiel qu'en fait il faut tout mettre dessous, tout ce qu'on peut pour le densifier au max et vraiment en fait se servir quelque part des formations WordPress pour faire ranker entre guillemets
le côté WordPress en générique. Et donc ça va se justifier par est-ce qu'il y a beaucoup de demandes sur les formations ou est-ce que ça vaut le coup d'en faire un cocon à part en fait. De toute façon, on a le droit, là je suis un peu strict ici, on a le droit de les faire communiquer. C'est-à-dire que ces petits ronds-là auront le droit quand même d'envoyer un peu un lien vers vous êtes en train de vous former. Au fait, si vous voulez, je peux aussi vous aider à faire le site. C'est au niveau du maillage interne après. Ça sera le maillage interne. Et on va en parler tout à l'heure. Exactement. C'est-à-dire que les entrées seront distinctes. Par contre, on a quand même le droit, là c'est un peu rigide, on a quand même le droit de faire quelques liens. Ce qu'on essaie de montrer par là, c'est qu'en fait, si le site est amené à avoir quelques centaines de pages, c'est que très souvent, ça c'est le monde idéal, mais ce qu'on voit, c'est des sites très fouillis avec tout qui fait des liens vers tout, et du coup, un ensemble où Google ne comprend rien. Là, voilà, l'idée globale, c'est plutôt de comprendre qu'on va structurer le site par grande thématique, et évidemment que certaines thématiques sont poreuses. Et juste avant de passer à ça, du coup, est-ce que tu conseilles quand même de faire un énorme site avec plein de pages de partout sur plein de thématiques différentes, ou comme certains clients nous disent en disant ah ouais mais non mais nous notre métier on a de la formation et des sites, on va faire un site pour les sites et un site pour la formation et de diviser en 4-5 sites. Alors, d'un point de vue SEO, moi j'adore avoir surtout un seul beau site. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour que Google en fait vous aime, il faut que vous ayez de la notoriété. C'est-à-dire que la base de l'algo de Google, en fait, d'il y a 20 ans, c'est le PageRank. Et le PageRank, ce qu'il dit, c'est je vous aime si les gens vous aiment. Et donc, il faut qu'il y ait plein de liens qui pointent vers vous. Donc, par exemple, sur Pilotine, si tu divises ton site en 3, en fait, tu vas avoir 3 fois plus de boulot pour l'acquisition de notoriété. Donc c'est quand même, ça peut marcher si tu as beaucoup de budget, beaucoup d'envie, et c'est vrai que tu auras des sites du coup vachement plus spécifiques. Donc ça a cet avantage, c'est indéniable. D'un point de vue SEO pur, c'est quand même se rajouter une complexité, parce que plus tu as de pages sur un site, plus c'est facile en fait justement de le sculpter, comme on dit, pour qu'il soit performant en SEO. Top, merci. Et d'un point de vue conversion, souvent, enfin nous en un mot, hein, on préfère un site. On préfère un site. Parce que souvent ça crée aussi d'autres problèmes opérationnels, de maintenance, etc., qui font que c'est pas si simple. C'est juste le seul cas que je dirais, c'est parfois quand il y a des sites qui sont à la fois B2B et B2C. Là, entre guillemets, on accepte le débat parce qu'en fait, c'est même dans le wording et tout ça, c'est trop différent et parfois du coup, on n'arrivera pas à être pertinent en fait en essayant de parler à tout le monde au lieu de parler pile à notre cible. Ouais, c'est ça. On a le petit challenge sur un site, en gros le PiloPress qui est un plugin qu'on fait et du coup la cible c'est pas du tout la même, c'est les développeurs WordPress ou autre. Donc je pense que là on va faire un mini site pour ça. Mais je suis d'accord avec toi qu'en général il vaut mieux un gros site pour attirer les prospects. Après dans ton cas, si c'est ça, ça peut être ce qui marche bien, c'est de faire un sous-domaine. Comme ça, tu profites de l'autorité de Pilotine, qui est déjà jolie, et du coup, tu pars pas de zéro. C'est-à-dire que tu crées pas une marque à part, tu crées juste, en fait, comme tu disais, tu fais pilopress.pilotine.com, et ça peut être un bon moyen de profiter de ta notoriété. Bien vu, allez, je prends. Allez, on passe à la longue traîne. Ouais, la longue traîne. Donc là, l'idée, c'est qu'en fait, quand on fait l'étude de mots-clés, très souvent, ce qui ressort, c'est que justement, on va voir WordPress ou agence WordPress qui est cherché 4000 fois par mois. On va voir agence WordPress Lyon qui est cherché 500 fois par mois. Et on va trouver après comment installer un plugin SEO sur WordPress qui est cherché 20 fois par mois. Donc très souvent, le client va dire, bah, moi, ce que je veux, c'est être premier sur WordPress. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est dire oui, pourquoi pas. Mais alors déjà, si tu viens de lancer ta boîte, en fait, ça va être compliqué d'y arriver tout de suite. Et puis surtout, pour les matheux parmi nous, l'idée, c'est de comprendre qu'en fait, là, si on dit que ça c'est une courbe avec les volumes de recherche et la somme des volumes de recherche que ça représente, en fait, la longue traîne, si on prend l'intégrale de cette courbe-là, et ben en fait, elle est beaucoup plus importante en fait que finalement essayer d'être top 3 sur les 2-3 requêtes cibles. Et l'avantage, c'est que souvent ces requêtes-là sont aussi beaucoup plus spécifiques et donc du coup ont un bien meilleur potentiel de conversion. Dit autrement, quelqu'un qui tape site WordPress, ça va vous apporter énormément de trafic, mais par rapport à quelqu'un qui tape agence WordPress Lyon, je pense que le potentiel de conversion, il est 10 fois plus élevé sur agence de WordPress à Lyon, en fait. Donc moi, je troque très volontiers mon trafic sur WordPress en générique pour quelqu'un qui a tapé agence WordPress à Lyon de luxe. Alors là, j'y vais à 2000% parce qu'en plus, il aura du budget. Donc voilà, l'idée, c'est de comprendre qu'en fait, les volumes de recherche, c'est évidemment un super indicateur pour travailler ces mots-clés, mais que ça n'est pas tout.
vu que là, en fait, on parle de volume de recherche et d'études de mots-clés, l'idée, c'est qu'en fait, si vous construisez du coup demain votre site avec différentes pages, c'est de s'assurer qu'en fait, ça marche bien d'un point de vue SEO. Et comment on fait pour ça? On utilise des outils de suivi en fait des mots-clés dans Google pour s'assurer que la stratégie qu'on met en place en fait évolue bien. Parce que on entend souvent que le SEO c'est long et douloureux. Alors c'est vrai que c'est long au sens où c'est pas du jour au lendemain. Par contre, il peut quand même se passer des choses en quelques semaines. Et là, c'est un exemple en fait on a créé des pages en fait et on voit que si vous voulez les pages au début, il faut qu'elles soient top 100. Ensuite, en fait, Google, quand on est top 100 sur un mot-clé, ça veut dire que Google commence à considérer que vous êtes dans le game, entre guillemets. Mais bon, quand vous êtes 57e, vous êtes les premiers à savoir que vous n'allez jamais en 6e page de Google. Donc ça vous apporte aucun trafic. C'est juste que nous, quand on vous accompagne, ça nous permet de confirmer que on est à peu près, on est dans la bonne direction. Quand on commence à arriver top 30, là, ça y est. Ce qui est super, c'est que top 30, ça veut dire que Google considère qu'en fait, on est pertinent. Par contre, maintenant, il faut lui montrer qu'on est plus pertinent qu'un autre. Donc là, le sujet, hein, juste pour être sûr d'être concret, c'est que si je mets du coup agence WordPress à Lyon, donc je sais pas pourquoi, Julien, désolé, tu tombes dessus, mais c'est bien, ça m'exerce comme ça, c'est parfait. En fait, l'idée, c'est que potentiellement ici, donc j'en ai plein, c'est qu'en fait, ce qu'il faut voir, vous voyez ici, alors là, pour ceux qui connaissent un tout petit peu, la balise title, c'est la balise qui s'affiche ici, c'est la plus importante en SEO, c'est celle qui confirme en fait à Google que c'est bon, il a bien compris, je suis dans la bonne, je suis au bon endroit. Vous voyez ici, lui, il a commencé par agence WordPress à Lyon, donc d'un point de vue en fait de taux de clic, ça me confirme que je suis au bon endroit. J'ai envie de cliquer dessus, je me dis tiens, c'est pile ce que je voulais. Agence web spécialisée WordPress à Lyon, génial. Et donc en fait, l'idée, c'est que Google finalement, comment il sait ces deux pages-là, et si je retourne en page 1, je vais cliquer au hasard sur hop et hop, ils ont l'air en fait de tous parler d'agence WordPress à Lyon. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle ici la balise H1, elle parle bien d'agence WordPress à Lyon. Alors lui, tu aurais pu cliquer sur nous quand même, on est deuxième ou troisième là. Pardon, c'est vrai. Depuis 2013. Elle est un peu crasseuse, notre page, on l'a justement optimisée pour les SEO, mais elle est vraiment pas top. Alors c'est le problème, on en parlera rapidement, c'est que il faut pas que ce soit, enfin, c'est que souvent quand on veut optimiser la landing pour le SEO, elle devient moins belle pour la conversion globale. Donc ça c'est dommage. Donc c'est vrai que là ça se voit tout de suite qu'elle est là pour le SEO. Donc là ici l'idée c'est que en fait WordPress, pardon, j'allais dire Google, il voit qu'en fait il a 4 pages qui ont l'air d'être toutes assez pertinentes sur WordPress à Lyon. Et donc comment on classe les pages les unes par rapport aux autres, c'est ce qu'on va voir juste après. Mais c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez quelque part des agences WordPress à Lyon, il y en a peut-être pas plus de 100, il y en a beaucoup, puisqu'en 4e page, il y a encore des résultats pertinents, donc il y en a peut-être 40, ça me paraît déjà fou, mais il y en a peut-être pas 100. Donc si vous n'êtes pas top 100, ça permet de savoir qu'on a quand même un problème dans la structuration du site. Et après, donc l'idée c'est top 30, top 10, et le fameux top 3, là ça va se jouer après à des critères qui commencent à être de plus en plus compliqués parce que effectivement on joue que avec les meilleurs et donc il faut comprendre. Mais voilà, je vais juste terminer cette partie-là sur ça. C'était juste pour dire qu'en tout cas ça se mesure. Moi souvent le SEO on dit le problème c'est qu'il n'y a pas de ROI ou on peut pas mesurer. C'est pas vrai en fait. Ça c'est pas encore du trafic et des conversions. C'est pas encore du lead bien chaud, mais c'est un premier pas pour se dire c'est bon en fait, je suis dans le bon chemin. Donc là, par exemple, Mutuelle CSE, c'est un exemple sur Alan. Je vois que ça y est, je suis passé 3e alors qu'avant j'étais au-delà de 100. Mutuelle stagiaire, je suis 2e, etc. Je dois voir que les progressions, qu'il y a des choses qui se passent. Donc maintenant, on attaque le sujet principal du jour, donc la structure de site. Donc l'idée, c'est qu'en fait, en gros, en un mot, les sites B2B, ils ont tous à peu près la même structure. C'est-à-dire que, en fait, on a tous un bloc de produits. Ensuite, une page peut-être tarif pour ceux qui mettent les tarifs. La page ressources avec le côté, regardez, j'ai des livres blancs, j'ai du blog, j'ai des cas, etc. J'ai des cas clients. Les pages partenaires ou les pages qui sommes-nous, etc. Donc là, Julien l'avait superbement représenté ici pour un projet type de création de site, là, rien à voir avec le SEO, mais le côté j'ai une page d'accueil qui envoie vers nos fonctionnalités et services, et après j'ai des pages dédiées à chaque fonctionnalité. La page tarif, donc comme on a dit, la page ressources qui envoie vers du blog, des webinaires, des livres blancs, des témoignages clients qui expliquent qu'on est super. Le fameux la société, parce qu'en B2B, ça sera évidemment jamais le cas sur un site e-commerce parce qu'on s'en fiche, on veut juste acheter. Mais sur un site B2B, quand on cherche un partenaire de confiance dans la durée, on a envie de savoir à qui on parle. Donc la page de la société, elle est hyper importante. Partenaire, contact. C'est juste que ce qui va être intéressant en SEO, c'est qu'en fait, la page société, on s'en fiche complètement. Donc nous, on fait d'un point de vue SEO, on va trancher sur qu'est-ce qu'on veut. C'est-à-dire que la page témoignage client,
On dit faites-la belle et tout, et on va donner 0 contrainte SEO parce qu'en fait, personne ne tape témoignage client pilotine ou société pilotine avis. Bon, quelque part, peut-être un petit peu, mais enfin, je veux dire, c'est tellement sûr que ça sera nous qui remontons que on n'est pas inquiet. Donc, entre guillemets, on fera juste le minimum syndical, mais on laissera une liberté totale à votre imagination et à l'agence peut-être de développement pour faire des pages qui sont avant tout super sexy. Idem pour la page webinaire. Par contre, nous, là où on va être très énervé, c'est sur les pages fonctionnalités et les pages de blog, en fait. Parce que là, c'est là où va se jouer, en fait, l'essentiel de notre captation de trafic. Et donc, si on reprend, en fait, finalement, nos histoires de cocon sémantique, ce qu'on va aimer, c'est que donc, quand j'ai pris le cas d'Alan, qui est une mutuelle d'entreprise, c'est d'avoir une page. Ici, ça serait l'équivalent de cette page mutuelle, ça serait la page fonctionnalité. La page où en fait ici quelque part c'est mon fameux équivalent de page payante là de requête hyper concurrentielle, en dessous de laquelle je vais avoir en fait si je veux te montrer toi prospect que je suis un expert de la mutuelle d'entreprise, il faut que je traite en fait finalement tous les sujets autour de la mutuelle. Donc là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble très concrètement. C'est que là, j'ai un guide en fait de la mutuelle d'entreprise pour les RH parce que du coup moi mon persona, si je suis Alan, c'est un DRH ou pas loin. Et lui, il faut qu'en fait, quelle que soit la question qui se pose autour des mutuelles, il faut qu'il tombe sur moi. En fait, c'est ça qui va lui dire que peut-être que juste il cherchait une info, c'est-à-dire que là, il disait, en fait, merde, on recrute un stagiaire demain, est-ce qu'il faut que je prenne une mutuelle? Je me souviens plus. Et ben, en fait, il faut qu'il tombe sur Alan, qu'il ait l'info qu'il cherchait. Peut-être que là, il cherchait juste une info, donc il va peut-être pas devenir client tout de suite, mais qu'il comprenne que ça y est, il a un premier, entre guillemets, touch point avec la marque Alan, qui comprennent qu'en fait, d'ailleurs, s'il se pose d'autres questions, en fait, tout est chez moi. Et que peut-être que d'ailleurs, en fait, s'il veut aller plus loin, il a le droit de me demander une démo. Je serais ravi de lui montrer comment on peut l'accompagner. Et donc, l'idée, c'est que là, vous voyez, cette fameuse page de guide, on va la structurer de telle sorte qu'entre guillemets, on est ça, c'est mon niveau 1, c'était la page du screenshot. Puis là, je vais avoir des niveaux 2 avec le cadre légal, les droits liés à les mutuelles, les différents statuts, les cotisations, le choix, etc. Et donc ici, ça va descendre jusqu'aux pages elles-mêmes. Et là, je vais avoir, en fait, si vous voulez, le point hyper important à comprendre là-dedans, c'est que je vais avoir du contenu dit froid. C'est-à-dire que ce que je veux à tout prix éviter, c'est le fameux blog qui dit à la fois qu'en fait, on a été présent sur un salon, qu'on a fait une levée de fonds, que en fait Gérard rejoint l'équipe et qu'il est hyper sympa et qu'il aime les raviolis le jeudi midi. En fait, ça c'est intéressant et c'est important pour la vie de votre société, de le partage sur les réseaux sociaux, etc. Mais ça, typiquement, ce qu'on fait avec Alan, c'est que ça, c'est sur la partie blog, en fait. Où là, on peut traiter d'à peu près tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de problème, faites ce que vous voulez. Et là, ici, voilà, par exemple, là, ils expliquent qu'ils ont été contrôlés par la CNIL. Là, il y a une lettre aux shareholders. Là, il y a l'application Alan Baby. Donc, très, très bien. Faites ce que vous voulez. C'est juste que moi, d'un point de vue SEO, j'ai besoin d'avoir une structure de site figée et donc un peu en structure de cocon, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, je leur laisse faire ce qu'ils veulent sur la partie blog.alan. Et typiquement là-dessus, justement, Julien, pour ta question tout à l'heure, souvent, ce qu'on voit, c'est que la partie blog, pour ne pas dépendre du site lui-même, ça va être un WordPress en fait en sous-domaine aussi qui permet à la personne de faire ce qu'elle veut dessus. Là où sur le site parent, en fait, entre guillemets, on veut pouvoir avoir des droits d'accès beaucoup plus restreints, etc. Parce que c'est là où tout se joue, entre guillemets. Donc en gros, tu parles des raviolis et de tout ça sur blog.alan et par contre sur alan.com, c'est là où tu parles de la mutuelle stagiaire, c'est ça? Ouais. D'accord. Okay, complètement. En fait, c'est l'idée, c'est que le site, en fait, Google se dise, ok, c'est des dieux de la mutuelle. Ou Pilotine, du coup, c'est des dieux de WordPress. Et alors ici, du coup, tu vois là sur ton blog à toi. Donc ça va être très. En fait, le problème de ça, si tu veux, c'est que c'est super. En plus, c'est super pour montrer, en gros, ici à notre client qu'en fait, tu vois qu'on vit quoi, que le site là, il y a tout le temps des nouvelles actus et que vous faites plein de choses, que tu es très beau, etc. Le problème de ça, c'est qu'en fait, en gros, les articles périment. C'est-à-dire que ton article qui a été écrit il y a 1 an et demi ici. Il a un très faible maillage interne. Il y a une distance 5 de la page d'accueil. Et je suis sûr que si je lance un crawl, en fait, je vais voir que j'ai peut-être très très peu d'autres articles qui font des liens vers lui. Donc en fait, ton article, il devient ce qu'on appelle orphelin, le pauvre vieux.
Et du coup, en fait, il a une durée de vie limitée, c'est-à-dire qu'il va mourir. Il aura peut-être un tout petit peu de bande passante, entre guillemets, dans les 2 semaines qui suivent sa publication. Mais ensuite, il va mourir de sa belle mort. Et Donc, c'est dommage. j'aurais pu parler de Ravioli, ça revenait au même, quoi. On a peu de chance de se positionner sur Sprint, je sais pas quoi, là. Sur Design. Exactement. Et Oh là c'est là. pour ça qu'en fait, en gros, c'est hyper intéressant de le faire si tu veux parler d'actualité, parce que si c'est du chaud, c'est du chaud. Par contre, si on part sur quelque chose où tu te dis cet article, je veux qu'il ait une durée de vie de 2 ans, bah là, tu l'as tué, en fait. Bon, pauvre vieux. Bon, en plus, c'était juste avant le Covid. On va dire qu'il a pris le Covid, là, le 15 mars, il a pas fait du bien, quoi. Voilà. Alors, du coup, j'avance parce que c'est vrai que je vois qu'il est déjà 29. Je vais y aller sur des exemples. Un exemple, en fait, les gens qui ont un peu théorisé cette approche, c'est Drift, qui est une solution de chatbot très sympa par ailleurs, qui en fait a modélisé un petit peu, si vous voulez, ce que ça doit être. C'est-à-dire que Drift, en fait, ce qu'ils disent, c'est je suis un chatbot. Et donc, en fait, évidemment, de la même manière que Pilotine, en fait, toi, tu vas vendre le côté agence, en fait, juste à côté de ta page d'accueil pour dire que tu es super en tant qu'agence, ben, eux, ils vont avoir, on disait que tous les sites B2B se ressemblent, ils vont avoir ici des pages qui détaillent hyper bien le côté pourquoi, en fait, on a des chatbots AI-based, pourquoi on a des custom chatbots, pourquoi, bref, on est incroyable. À côté de ça, tu vois, typiquement, par rapport à ton site à toi, ils ont distingué le côté blog, donc le côté vraiment actu, avec, tu vois, plein de trucs hyper sympas, des webinaires, des articles où ils vont un peu au-delà de strictement leur domaine de compétences, mais ils montrent que ça vit, et une section Learn. Et la section Learn, en fait, c'est celle qui est hyper figée. Donc, ils se sont dit, bah, moi, je veux que Google considère que je suis un dieu des chatbots, donc je vais lui montrer que je suis une star des chatbots. Donc, je fais un guide ultime de qu'est-ce que c'est que les chatbots. Et là, vous voyez, on a une structure un petit peu comme la structure d'Alan, avec ce qu'on appelle une page pilier. Donc là, c'est la page ultime du chatbot. Et je vais avoir 5 ou 6 articles, voire une dizaine, en fonction des thématiques, qui détaillent en fait vachement ce que c'est que ça. Donc je tape à qu'est-ce que c'est, c'est quoi les bénéfices, pourquoi c'est important, comment en créer un introduction to AI chatbots, etc. Et là, ce qui est génial en fait, c'est que ce genre de contenu, quand vous faites ça, vous avez quasiment gratuitement en fait quelque part après un livre blanc à partir de ces 10 articles, puisqu'en fait vous avez traité toute la thématique et ça va souvent être votre call to action. C'est-à-dire que la difficulté en B2B par rapport au B2C, c'est que si je vous amène en fait sur le guide d'achat du matelas incroyable, en fait globalement c'est que vous êtes intéressé par un matelas et vous allez peut-être naturellement aller regarder les matelas et passer à l'achat. En B2B, en fait, le cycle d'achat est souvent un peu plus long, c'est-à-dire qu'on rêve tous en fait qu'ils cliquent sur Get a Demo ou voilà comment avancer. Mais en vrai, le cycle d'achat est souvent un peu plus long. Il va passer peut-être d'abord par un webinaire, un livre blanc, etc. Et donc, si je prends un exemple sur ce qu'on a fait nous, ce dont on se rend compte, c'est que quand on fait notre étude de mots-clés, en fait, il y a très très peu de pages, ce qu'on appelle transactionnelles. C'est-à-dire que si vous cherchez un partenaire sur le SEO, vous cherchez agence SEO, outils SEO, audit SEO, peut-être refonte de site, mais globalement, c'est à peu près tout. Peut-être agence SEO, PrestaShop ou Magento, ou voire WordPress. Mais globalement, sinon, ce dont on se rend compte quand on fait l'étude de mots-clés, c'est que les gens recherchent surtout tous les petits trucs en fait de c'est quoi le netlinking, c'est quoi une balise H1, c'est quoi une balise title, etc. Et donc nous, on fait ici, on a travaillé les pages dites transactionnelles. Là, on va avoir les pages de guide. Et sur le guide, par exemple, du SEO on page, on a traité en fait toutes les questions que vous pouviez vous poser sur comment faire une page parfaite pour le SEO. Et donc, si après vous regardez la page title, vous voyez qu'ici, on va avoir un article de blog où en gros on vous explique en long et en large ce que c'est qu'un title et on va avoir tout le guide parce que c'est-à-dire que le but ici c'est de vous faire rester en fait sur le site et de dire bah t'as vu le title, bah, on va voir la métadescription, on va voir la H1 et puis vous dites oui enfin t'es gentil mais j'ai quand même pas le temps là, je vais pas pouvoir aller jusqu'au bout, ben prends le livre blanc en fait. Et donc moi mon vrai call to action, j'adorerais que ce soit prendre contact et faisons un devis à plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais je sais que malheureusement on va quand même d'abord commencer par les par l'apéro, quoi. Et du coup, prenons d'ailleurs d'abord le livre blanc. Et ça sera déjà un super point de contact. Ok, donc ça, c'est ta fameuse page pilier, du coup. Alors, ouais, en fait, ça, c'est un article de blog. Et son papa, c'est effectivement la page pilier qui est le côté, je vais vous montrer, en fait, tout ce que je sais sur le SEO on page ou sur le netlinking ou sur le SEO technique. Et en fait, tous tes articles de blog en lien avec cette page pilier,
refont un lien vers cette page pilier et la page pilier fait des liens vers les articles de blog. Et c'est là que tu as créé un petit cocon en lien avec tout ça, quoi. Exactement. Et en fait, le but de tout ça, c'est évidemment, par exemple, moi, pour être tout à fait transparent, j'ai environ 20 000 visites sur mon site tous les mois. Et j'en ai, en fait, malheureusement, 19 000 sur mes articles de blog. Et donc, le but de ça, c'est évidemment de faire un peu de notoriété, c'est-à-dire que les gens, du coup, connaissent un petit peu Smart Keyword. Par contre, comme on l'a dit, ils oublient un peu de me contacter, les coquins. Donc, le but de ça, c'est aussi de valoriser ces pages-là. C'est-à-dire que tu vois, en fait, mes pages éditoriales ont un pendant qui est le pendant, en fait, de la page Transac. C'est-à-dire qu'ici, là, c'est par exemple si vous avez tapé agence SEO netlinking ou voilà backlinks, etc. Là, j'espère que vous allez tomber sur Asma et que je vous montre, en fait, j'essaie de faire une page un peu sexy avec des call to action, la fameuse alternance gauche-droite et tout, pour vous dire qu'on est fantastique, pour vous dire que j'ai des clients fantastiques aussi, et de vous dire, bah du coup, allez-y, quoi, contactez-moi, on y va, on bosse ensemble. Et ça, en fait, cette page-là, ma façon de la pousser d'un point de vue SEO, c'est de montrer donc à Google que je sais exactement de quoi je parle, et donc c'est d'avoir ce qu'on appelle le pendant édito sur le netlinking avec le fait que j'ai écrit 7 articles dessus et que j'ai cette page pilier de guide ultime en fait du SEO. Ok, donc ma page Ravioli sur le design sprint, elle est pas foutue si je crée une page pilier qui renvoie du lien vers elle et si j'arrive à créer mon petit cocon alors. Elle est pas du tout foutue. En fait, Ah, c'est ce qu'on fait avec beaucoup de en fait, c'est ce qu'on fait avec beaucoup de clients parce que très souvent, ce qui se passe, sauf quand vraiment vous commencez votre site ou vous lancez votre activité, ce qui se passe, c'est que vous avez souvent plein d'assets et que normalement, enfin très souvent, vous avez bien réfléchi parce que vous connaissez vos clients, donc vous faites des articles en dehors des articles d'actualité pure, vous faites des articles en fait qui intéressent vos clients. Et du coup, l'idée, c'est que, en fait, on va souvent reprendre tous ces articles et se dire bah, comment on les recatégorise pour créer, tu vois ici, je vois un non classé, où là, j'ai la prospection digitale, donc ça, c'est hyper bien classé. Mais on va reprendre tous les articles et la prospection digitale, en faire une belle page ici. Tu vois, là, ici, on voit que typiquement ton site est sur WordPress, tu as le fameux archive des pages catégories de base WordPress. Là, on va se dire, non, faisons le guide ultime de la prospection digitale par Julien, star en marketing digital. Une petite intro, un petit topo, tous tes articles qui ont trait au marketing digital, et on va en faire une page incroyable. C'est pas mal. En fait, je m'attendais pas à avoir un audit en live avec ce webinaire, mais on est en pleine refonte du site, donc je vais bien prendre tout ça en compte. Merci beaucoup. Ben, en fait, le truc, c'est que du coup, les articles, très souvent, tu vas avoir la longue traîne, et toi, ce que tu as peut-être raté à date, c'est la moyenne traîne. En fait, c'est la requête intermédiaire entre du coup l'article hyper détaillé sur une problématique assez fine et la page agence globale, quoi. Ok, donc j'ai fait un sprint et un marathon en même temps et j'ai oublié le 10 km, quoi. Exactement. Allez, j'avance parce qu'il est 37. Là, c'était juste pour vous montrer des exemples. Voilà, Penny Lane, c'est la même manière. Hein, c'est un site B2B, donc ils nous disent nos solutions. Donc j'ai startup, TME, e-commerce. Après, notre équipe et clients, on recrute. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On s'en fiche complètement d'un point de vue SEO. Donc faites-vous plaisir. Par contre, en fait, sur un Penny Lane, nous, on va être hyper énervé sur le côté, en fait, ici, par exemple, pour e-commerce, là, je vais vouloir dire vraiment que mon title, toutes mes pages soient hyper optimisées sur, enfin, là, ici, c'est gestion comptable, e-commerce, etc., pour que ces pages-là, qui sont souvent des pages sur lesquelles j'envoie du trafic en SIA, en fait, et du coup, une compatibilité, en fait, de hyper sexy, tout en étant SEO compliant. Donc c'est ce que je vais faire juste après, c'est vous dire un peu comment sur ce genre de page en fait on peut être sexy pour en fait le côté SIA et pour le côté SEO. Voilà, PFIT, c'était juste pour vous montrer que très souvent du coup soit on détaille les fonctionnalités, comme si là tu détaillais que tu étais expert sur WordPress, en fait tu avais une page SEO WordPress B2B, SEO WordPress e-commerce, SEO WordPress en fait tu vois, juste landing page, parce que pour un one-pager, etc., plus tu es spécifique, plus c'est bon, en fait, hein, d'un point de vue SEO et d'un point de vue, d'ailleurs, conversion. Et les clients, après, on peut traiter aussi les verticales. Donc, agence WordPress pour, en fait, je sais pas, l'industrie, pour la pharmacie, etc., si tant est que la requête est pertinente d'un point de vue SEO. Mais plus on est spécifique, plus c'est bon. Voilà, allez, j'avance un peu plus vite. Donc, les pages transactionnelles. Donc, c'est celle dont on a parlé. Là, l'idée, c'est bien de vous poser la question, quand je veux les créer, est-ce que je détaille les fonctionnalités? Donc moi, c'est par exemple, c'est ce que j'ai fait ici, c'est je détaille en fait le côté netlinking, rédaction de contenu, refonte de site, ou est-ce que je détaille le côté en fait pour qui? Pour PrestaShop, pour Magento, ou pour du e-commerce, ou pour du B2B.
Et ça vous permet en fait juste d'avoir un pense-bête sur le côté est-ce que en fait les gens tapent ça dans Google et est-ce qu'il faut que je crée ces pages. Là, je vous donne un exemple de page particulièrement réussie. Donc ça, c'est sur Chameleon. Donc comme d'hab, hein, plateforme, là ils vont détailler. Chameleon, c'est une plateforme d'A/B testing. Donc évidemment, qu'est-ce qu'ils ont comme page importante? Ils ont l'A/B testing, la personnalisation, etc. Sur l'A/B testing, là, ils vont avoir donc ce qu'on appelle la page vraiment transactionnelle, hyper détaillée sur l'A/B testing. Donc, vous voyez sexy, référence client, les fonctionnalités d'A/B testing, ensuite cas client. Regardez, on a intégré avec toute la famille, on a des spécialités avec dans l'e-commerce, le retail, etc. Donc là, on rejoint nos côtés un peu A/B testing pour le e-commerce, A/B testing pour l'automobile. Les livres blancs, je suis tellement une star en fait que du coup j'ai fait des livres blancs, voire des webinaires en fait sur l'A/B testing. Donc là, ça rejoint notre point un peu tout à l'heure sur le fait que tout se connecte. C'est-à-dire que si j'ai des livres blancs ou si j'ai des ressources autour de l'A/B testing, ma page transactionnelle fait des liens vers elles et elles vont faire des liens vers celle-là. Et donc, du coup, ça montre à Google un peu notre écosystème autour de l'A/B testing qui prouve que vraiment, on sait de quoi on parle. Et je vais avoir du coup dans mon bloc ressources, donc la même chose que chez nous, avec le netlinking qu'on a vu il y a 5 minutes. Ici, la ressource autour de l'A/B testing, avec mon bon vieux guide. Qu'est-ce que c'est que l'A/B testing? Blablabla, bla, 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 etc. Et là-dessus, je vais avoir du coup tout un tas d'articles, how to run an A/B test, how A/B testing works, etc., etc. Donc les pages transactionnelles, là, moi j'aime bien commencer par ça, c'est-à-dire que on travaille demain ensemble. Le premier truc, c'est quand même d'être pertinent sur les pages importantes. Donc en fait, c'est travaillons déjà ces pages-là. Et la bonne nouvelle là-dessus, c'est que souvent quand même sur des sites B2B, je pense que Julien, tu connais ça mieux que moi, mais la demande est tout le temps, je veux un site hyper simple, je veux que le client comprenne directement ce que je fais, etc. Donc de toute manière, il veut que 4 ou 5 pages max. C'est-à-dire que là, ici, j'en ai presque trop fait, parce qu'on veut que le site soit, voilà, encore une fois, hyper simple. Donc les entrées sont légères. Donc là, on va juste se dire pour chacune de ces pages, c'est quoi les fondamentaux SEO pour qu'elles soient bien. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans une seconde. Là, j'avais repris la photo d'Asma. C'est, par exemple, souvent en SEO, on aime bien le contenu, donc on dit, bah, mets du contenu dans ta page. Et là, vous vous dites, ouais, mais moi, je veux qu'elle soit sexy, le contenu, c'est moche. Surtout en mode mobile, en plus, les gens ne lisent pas, aujourd'hui, c'est pas vrai, etc. Un truc qui marche bien, c'est de rajouter des blocs de FAQ en bas de page. Parce que déjà, ça peut vraiment aider votre utilisateur en fait à répondre à ces questions. Et puis nous, ça nous permet d'avoir du contenu pertinent auprès de Google sans pour autant perturber l'expérience utilisateur. Donc c'est un petit hack entre guillemets parce que ça permet du coup de faire une page surtout orientée conversion qui est quand même compatible avec le SEO. Ouais, nous on est en pleine refonte de notre site. Des FAQ, on va en mettre sur toutes les pages qui vont être sympas, notamment la page agence WordPress Lyon, comme tu as pu la voir tout à l'heure, qui est horrible. Elle va être toute jolie et du coup on mettra beaucoup de mots-clés là-dessus. Ça évitera de mettre des pâtés de texte illisibles, effectivement. Donc, très bonne pratique. Ouais. Moi, là, en fait, cette page, par exemple, honnêtement, elle n'est pas très réussie de notre côté. Une belle page, en fait, ça, qu'est-ce que le netlinking? Enfin, là, il faut juste que je vous explique que je suis un dieu et que j'ai des références clients. Par exemple, je vais préférer ma page ici, Agence PrestaShop, où là, en fait, j'essaie tout de suite. Donc, c'est une page qui vise du SEO. Hein. Clairement, vous voyez, c'est écrit très très net. Si vous regardez la balise title, c'est Agence SEO PrestaShop. Mais là, ici, j'envoie surtout les messages que je voulais envoyer. On est partenaire officiel. Ils nous font confiance avec des clients du coup sur PrestaShop qui travaillent avec nous. On a même donc on est certifié. On a même un add-on PrestaShop. Donc entre guillemets, on envoie le message de tellement on est expert, on a même fait un add-on dédié. Et après seulement, j'ai le côté un peu SEO. Mais donc c'est les FAQ, voilà, sont un bon moyen de tweaker ça. Mais de ne pas oublier effectivement les réassurances, les preuves sociales, toutes les techniques de copywriting qu'on peut utiliser. Et le SEO, du coup, bah, pourquoi pas, effectivement, via les FAQ ou autre, mais il faut que ce soit un bon mélange des deux. Ouais. Ouais, complètement. Alors du coup, ici, pour avoir du contenu actionnable et pour que vous repartiez pas juste avec plein d'idées sur plein de choses, mais que un peu les mains vides, l'idée c'est que, en fait, pour tout ça, on essaie de faire des checklists pour vous dire, bah, globalement, ma page, je dois avoir les hot tags, donc les sessions importantes en SEO qui sont bien, et peut-être qu'on peut faire après ce qu'on appelle de l'amplification, donc typiquement ces blocs de FAQ, des liens vers des pages, les attributs alt, enfin tout un tas de choses un peu, voilà. Mais le minimum, c'est est-ce qu'il y a un mot-clé évident qui saute aux yeux?
Donc, comment je sais si un mot-clé est évident? Là, moi, je regarde, par exemple, cette page, à quoi elle ressemble dans Google. Donc, je fais un signe de point et l'URL, et je regarde si elle est belle. Là, typiquement, le title est un peu long, c'est un peu coupé, c'est peut-être dommage pour le taux de clic. Par contre, je vois que, vous avez vu, agence SEO PrestaShop certifiée, en tout cas, le mot-clé, il me saute aux yeux, quoi. Clairement, si je vois ça chez moi ou chez un concurrent, je sais ce qu'il a visé. La métadescription, pareil. Smart Keyword est une agence SEO par PrestaShop certifiée qui vous accompagne dans votre stratégie de référencement naturel. Découvrez notre solution. Ok, c'est clair. Je ne dis pas que c'est ultra sexy, mais ça fait le taf. Là, j'ai mes petits blocs FAQ. Ça permet de prendre un peu de la place sur la page de résultats, donc c'est pas mal. Et ensuite, je regarde, donc ici, je suis ma checklist. Donc le title, métadescription, on vient de le regarder. Le H1 et la structure HN. Ça, c'est pour se dire, est-ce que en fait Google comprend la page? C'est-à-dire que, petit mot juste pour le détail, mais ce que voit Google, c'est ça. Google, c'est un robot, et lui, il essaie de digérer ça et de comprendre, encore une fois, si je reprends l'exemple de agence WordPress Lyon tout à l'heure, lui, en fait, il a 100 000 pages qui parlent de ça, et il essaie de comprendre laquelle est la mieux. Donc, c'est quand même pas simple, son métier. Et du coup, en fait, il faut l'aider à nous aider. Et donc lui, il nous dit, il ne nous donne évidemment pas les secrets de l'algorithme, mais il nous donne quelques infos. C'est-à-dire qu'il nous dit, moi, ce que j'aime bien, c'est que le contenu soit structuré avec ce qu'on appelle des balises à chaîne. Et donc, c'est comme un document Word. En fait, c'est grand 1, grand 2, grand 2, petit 1, grand 2, petit 3, etc. Et donc là, on voit tout de suite que c'est très clair. On parle d'agence SEO PrestaShop. Ensuite, ils nous font confiance. Ensuite, optimiser son PrestaShop avec l'expertise et la donne. Choisir un thème, le temps de chargement du thème, le design responsive, etc. Vous voyez. Alors là, du coup, je m'envoie des fleurs tout court, c'est un peu gênant. Mais l'idée, c'est juste de dire, voilà, ça, en fait, on doit pouvoir comprendre tout de suite, en fait, en lisant en lisant le sommaire, on doit déjà savoir ce qui va nous attendre. Exactement comme la présentation d'aujourd'hui. C'est trop fort. Et du coup, là, c'est ton plugin Smart Keyword. Il est accessible à tout le monde ou faut être client? Oui, il est complètement gratuit. Il est bien, il est cool ton plugin. Et bien carrément. Là, si vous voulez, je le mettrai. Tu le mettras. Et ben ça marche. Donc ouais, ça c'est pour regarder en 2 secondes le truc de. Tu vois, par exemple, si tu m'appelles demain et que tu me dis Louis, cette nuit, enfin voilà, je cherche peut-être un petit peu d'expertise SEO, même si je suis déjà assez fort. Moi, en 2 secondes, je vais me dire, tiens, ton title, il est pourri. C'est juste piloting ici. C'est un peu light. Après, je me dis, tiens, il n'y a pas de H1. Mais bon, c'est ta page d'accueil, donc peut-être que j'accepterai. Et puis, je regarderai aussi des métriques type, est-ce que ta réputation est bonne? Est-ce que, au sens où, du coup, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui pointent vers toi, etc. Voilà. En gros, c'est effectivement, ça permet de gagner du temps ou d'aller inspecter un concurrent. Là, par exemple, si lui, je l'aime pas, ça me permet de regarder un peu ce qu'il a fait, d'aller derrière le capot. Il est 46, donc je n'hésite pas à me faire accélérer si tu le souhaites. Alors, les pages piliers, du coup, finalement, on en a un peu parlé puisqu'on s'est fait un petit peu plaisir en détaillant, mais les pages piliers, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Du coup, c'est cette fameuse page un peu de regroupement de tous les articles en fait du guide. Donc vraiment, encore une fois, je le dirai jamais assez, mais si l'output dans 13 minutes, quand vous partez, que vous allez passer sur autre chose, retenez une chose, c'est contenu froid égale contenu pertinent pour le SEO. Donc quels sont les contenus qui vont être encore pertinents dans 2 ans? Et ce qui fait que moi, par exemple, la grande chance en fait qu'on a ici, le fait d'avoir fait ces pages-là sur le on-page ou sur la technique, c'est que c'est la beauté vraiment du SEO. C'est qu'en fait, ces articles-là, je les ai écrits il y a plus de 3 ans et je les ai jamais retouchés depuis. Et en fait, ils continuent à m'apporter du trafic tout court. Parce que c'est des contenus froids, c'est-à-dire que les gens qui se renseignent sur le SEO, qui tapent balise title ou balise achat dans Google, et ben en fait, ils tapaient la même requête il y a 4 ans. Et quelque part, ça n'a pas tant que ça bougé depuis. Et donc, du coup, le contenu reste pertinent. Et c'est vraiment la raison pour laquelle on dit que le SEO est le canal le plus héroïste. C'est parce que, ok, c'est un peu douloureux au début, mais par contre, après, ça se passe tout seul pendant que vous êtes à la plage, quoi. Non, en plus, ce qui est cool, c'est qu'en gros, si on s'est évertué à faire des contenus sympas, genre des webinars, des livres blancs, des articles de blog, en travaillant tes fameuses pages piliers et ton linking, en fait, on peut même réutiliser cette ressource qu'on a créée il y a 3 ans et en faire quelque chose 3 ans après, quoi. Alors, par exemple, c'est un truc tout bête que tu as fait, qui est super, que moi je n'ai pas fait, c'est qu'en fait, toi, vous êtes tellement fort côté marketing digital sur le côté, en fait, il y a de l'actu, il y a des webinaires et tout, que moi, clairement, sur tes futures pages piliers ou tes futurs articles de blog sur le marketing digital, tu vas pouvoir faire de la lead gen en disant, tu veux aller plus loin que cet article de 500 mots, mais regarde mon webinaire. Et ça, c'est fantastique parce que du coup, tu vas avoir de la captation de mails sur des contenus à haute valeur ajoutée parce que dans la hiérarchie des contenus, l'article de blog, c'est ce qu'il y a de plus simple.
Le plus compliqué, ça va être le vrai livre physique. Et au milieu, il y a le livre blanc, le webinaire, etc. Mais le webinaire, c'est déjà avoir tout ça en stock. C'est un asset assez génial. Faut juste qu'on soit bon sur nos futures pages piliers, quoi. Voilà. Et pas de parler de raviolis tous les jours. C'est ça. Et alors, du coup, voilà, après les articles de blog, du coup, en fait, les règles, que ce soit des pages piliers ou des articles de blog, elles sont assez simples, en fait. C'est ça qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'en fait, côté SEO, il peut y avoir de la complexité, typiquement sur des sites e-commerce un peu gros en termes de volume de recherche, en fait, de volumétrie de page, ce qu'on appelle d'indexation des facettes, de gestion du site, map du robot, enfin, peut-être des mots que vous avez déjà entendus à gauche, à droite en vous renseignant sur le sujet. Mais en vrai de vrai, le SEO B2B, s'il est bien conçu, si le site est bien construit au départ, en fait, ça tourne. C'est-à-dire que nous, malheureusement, d'ailleurs, c'est presque un problème qu'on a côté agence, c'est que, en fait, si on a bien bossé au début, ensuite, ça devient que de la création de contenu, mais vous avez plus besoin de nous, en fait, parce que le site, il est propre. Et tu vois, typiquement, Julien, une fois que tu auras tes pages piliers, quand tu écriras un prochain article de blog, il se rangera directement dans la bonne catégorie. Et zou, rien à faire, ça tourne. Donc c'est bon pour vous, bon pour nous. Et puis en plus, alors si vous êtes sur des CMS type WordPress, etc., ce qui est formidable, c'est que vous pouvez vous-même créer de nouveaux articles et en fait, vous n'avez plus besoin de personne. Donc ça, c'est vraiment le côté intéressant. Les articles de blog, voilà, donc là, vous l'avez compris, hein, le spaghetti. Là, j'aime bien parce que je prends l'exemple d'Alan ou de Content Square. C'est 2 licornes françaises, il y a pire. Et en fait, c'est dégueulasse, quoi. C'est-à-dire que en fait, pour autant, ils ont des content managers, des personnes dédiées à ça, donc ils font du bon contenu, c'est pas le sujet, mais c'est du contenu qui est pourri pour le SEO. Et donc, même avec un Content Square, en fait, le premier truc qu'on fait, c'est de dire, hop, on va reprendre tes 300 articles, et en fait, on va prendre les 10 qui sont hyper intéressants et on va les restructurer. Tiens, là, on voit un truc, là, il y avait les machins 2020 et tout ça, 2021. Est-ce que tu recommandes tous les ans de passer sur tous tes articles de blog et de foutre 2021 dans le titre pour que ça fasse plus actuel ou ça sert pas à grand-chose? Ah, ça sert à mort. Ça sert à mort parce qu'en fait, c'est des mini hacks, mais c'est ce qui fait qu'en fait, ça va aussi augmenter votre taux de clic depuis Google. C'est-à-dire que en fait, les gens ne tapent pas Google Page Experience 2021. Par contre, en fait, c'est juste que s'ils tapent, je vais taper par exemple, si ça marche encore, babysitting Paris 15, parce que je cherche une babysitter pour sortir ce soir. Ce que faisait un Indeed, toc, voilà. Ils me mettent ici que c'est juin 2021. C'est des trucs tout bêtes en fait parce que voilà, mais c'est qu'en fait ça me donne l'impression que potentiellement du coup c'est actualisé et que c'est pas une page qui a été créée il y a 3 ans et qui est toute pourrie. Et donc le guide ultime de qu'est-ce qui est le SEO en 2020, etc. Ça marche à mort. Donc je le recommande et surtout je recommande de en fait si vous avez voilà des articles qui marchent hyper bien comme ça, de toujours les actualiser, même si dans le fond vous avez peut-être changé juste un petit paragraphe et une virgule, on change le title en fait. Il y a une surpondération de Google sur le title, donc on optimise le title et hop, l'article il paraît up to date et c'est du temps de gagner. Ok, il faudrait se caler une semaine par an et mettre à jour tous nos titres, faire un peu le ménage et tout ça. Ça peut être pas mal. Ouais, et encore une semaine, t'es sympa parce que, en fait, sauf s'il y a vraiment des choses qui ont changé au sein de l'article. Tu vois, là, par exemple, pour mon balise title, si je regarde mon titre, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai dû mettre encore un truc du guide ultime. Voilà, ouais, guide complet. Ça, c'est des petits hacks de rien du tout, mais il y a des études qui ont été faites qui montrent que d'un point de vue, en fait, biais cognitif, en fait, quand c'est entre parenthèses, on a l'impression qu'en fait, du coup, c'est moins important, alors qu'en fait, c'est l'info-clé. Et du coup, il y a un site qui est très très fort là-dessus en SEO que je vous recommande si vous voulez vraiment avoir de la littérature. C'est Backlinko. Lui, en fait, il est, tu vois, How to Become an SEO Expert in 2021, toc. Et si je regarde quelques-unes de ses pages, il adore en fait ce côté entre crochets ou entre parenthèses, parce qu'en fait, c'est ce qui fait que du coup, je me dis, oh là là, mais il faut absolument que j'y aille. Et ce qui marche super bien en fait avec le fait de mettre à jour plutôt que de toujours créer des nouveaux, c'est qu'en fait, en gros, Google, il aime pas que les URL changent. En fait, il adore un site bien construit qui bouge pas pour bien comprendre qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui l'est moins. Et du coup, le fait de capitaliser sur vos anciens articles, c'est génial pour Google plutôt que de toujours créer des nouveaux. Ça, typiquement, on l'a tout le temps dans l'e-commerce quand les gens vont créer des pages pour les soldes ou pour le Black Friday. C'est réutiliser les pages de l'an passé plutôt que d'en créer des nouvelles parce que comme ça, on capitalise sur l'existant. Yep. Voilà. Donc l'idée, c'est voilà ce qu'on fait avec tous les clients B2B à peu de choses près, hein, c'est qu'on leur dit on va arrêter ça et on va créer ça.
Et du coup, très souvent, il nous faut un partenaire là-dessus aussi, côté peut-être technique, parce que côté SEO pur, là, ici, ça fait la spec, mais il faut aller un peu plus loin, il faut savoir le faire et que ça soit beau et que ça aille avec la charte graphique du client, Donc, etc. la fin du blog et le début des pages piliers liées au blog, quoi. Voilà, exactement. Donc là, je vais avoir les hot tags, toujours pareil. C'est quoi un bon article de blog? C'est un mot-clé qui est visé. Donc là, déjà, moi, par exemple, je vais avoir une rigueur allemande sur le côté quand tu écris un article de blog. Tout de suite, la question, c'est quoi, comment je le trouve depuis Google? Et en fait, si les gens ne savent pas répondre à cette question, c'est pas forcément très grave, mais ça peut, si en fait, parce que si c'est l'article spaghetti, ça peut vouloir dire, bah, du coup, tu sais quoi, je vais pas une minute à te consacrer, mets le title que tu veux, mets tout ça. Par contre, si potentiellement il y a une requête derrière, là, on va être très énervé sur le title, métadescription, machin, etc. Et après, là, l'idée, ça va être de pouvoir amplifier ces contenus en se disant, bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que peut-être que j'ai une bonne taille de contenu, il faut peut-être que j'ai un fil d'Ariane, un sommaire. Google adore les sommaires. Une phrase descriptive en dessous du H1, parce que du coup, il faut que tout de suite Google comprenne en fait de quoi on parle. Donc là, la phrase descriptive, je vais vous montrer juste sur un exemple. Je vais reprendre. Hop, hop, hop. Tu fais des sommaires de partout, toi? Sur les pages blog. Hein. Ah, la sommaire, ouais. Mais en fait, pourquoi? C'est parce que en fait, c'est des petits hacks SEO, hein, mais c'est que, en fait, tu vois, définition de la balise H1, si vous regardez en bas à gauche de mon écran, j'ai un petit dièse avec définition balise H1. Et ça va me permettre, en fait, d'aller récolter aussi peut-être tout un tas de mots-clés qui sont liés au mot-clé principal. Et donc, je vais vous montrer pourquoi. Vous allez comprendre sur un exemple très, très simple. Je vais aller dans notre outil Smart Keyword. Alors, je vous bassine avec un mot-clé principal par page, donc balise H1, ça doit être balise H1, c'est cool si votre title peut commencer par balise H1, etc. Mais en fait, si on regarde la vraie vie, si vous connaissez un outil qui s'appelle la Search Console, qui est l'outil dans Google que Google vous fournit gratuitement, qui vous dit tous les mots-clés sur lesquels en fait vous êtes positionné, vous avez du trafic. Là, ce que je vois, c'est qu'en fait ici, j'ai 679 mots-clés différents qui m'ont apporté du trafic sur ma page en fait balise H1. Donc les gens ont effectivement tapé balise H1 et ça m'a apporté 330 clics, génial, et beaucoup d'impressions, donc ça permet de confirmer que c'est ça la vraie requête, entre guillemets. Mais j'ai aussi H1 SEO, balise H1 SEO, balise H, titre H1, balise H1 avec des tirets, H1 référencement, SEO H1, H2, balise H1 définition, etc. Et donc ça, c'est ce qui va m'aider en fait à travailler, si vous voulez, mon contenu pour en fait aller récolter tous ces articles un peu de moyenne et longue traîne. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux faire balise H1 WordPress, je vais peut-être me dire, zut, c'est quand même trop détaillé, je vais pas faire un article seulement sur la balise H1 dans WordPress. Par contre, peut-être que dans mon contenu, faire une balise H2 et dire comment implémenter la balise H1 dans WordPress, ça, peut-être que ça va vachement m'aider, en fait. Et d'ailleurs, je crois que je l'ai fait ici. Comment la mettre en place? Voilà, si vous utilisez un CMS comme WordPress, voilà, blablabla, vous pouvez le faire ici. Et ça, en fait, c'est des contenus qui vont apporter du clic parce que si par exemple je mets balise H1 définition, vous allez voir, alors malheureux que ici, en fait, c'est magnifique. Franchement, je l'avais pas fait avant le rendez-vous, mais là, vous voyez, j'ai ce qu'on appelle une position 0 avec définition de la balise H1. La balise H1 est une balise HTML, et là, j'ai le lien vers ma page. La classe. Il y avait d'ailleurs une question de Christophe sur le sujet qui était comment arrive-t-on à avoir une position 0 sur du B2B? Eh ben, en fait, vous voyez, ça va être ce genre de... Donc, Google adore les questions. Donc, pour le côté un peu, Google se vend comme un moteur de réponse, hein, plus qu'un moteur de recherche. Et donc, avec Google Voice, etc., ça explose. Donc, il essaye, en fait, au maximum, en fait, répondre à vos questions directement. C'est-à-dire quand il sent qu'en fait, l'intentionnalité n'est pas d'aller fouiller, mais de juste avoir une réponse, il essaie d'extraire les contenus utiles. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir structuré votre page avec les balises H1, HN, etc. et poser des questions. Là, vous voyez, moi, j'ai été lourd ici avec ma page parce que je lui ai dit définition balise H1 et j'ai un H2 qui s'appelle définition de la balise H1 et dedans, je réponds pile comme ça. Et donc là, je l'aide à se dire, bim, en fait, voilà ce qu'il faut que tu dises. Et donc là, plus vous posez des questions où vous avez une structure un peu propre comme ça, ben, plus vous allez pouvoir avoir des positions 0. Et là, du coup, ce que je voulais vous montrer là-dessus, quand vous écrivez un article de blog, alors, c'est le côté, en fait, en gros, le SEO, c'est que du comparatif.
Donc, c'est pas est-ce que mon article il est bien ou pas bien. On l'a vu tout à l'heure avec Agence WordPress à Lyon. Peut-être qu'en fait, il y a 10 concurrents qui ont fait 30 concurrents qui ont fait des pages cool. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être mieux que les autres, en fait. Parce que, par exemple, si la requête n'est pas du tout concurrentielle, peut-être que juste en faisant un petit article pourri, ça suffira. Donc, il faut comprendre à quel point, en fait, les gens ont fait des trucs de dingue. Et donc, en fait, ça va être de regarder, par exemple, ici, est-ce que mes balises titres, métadescription et URL, elles sont bien? Et je vais regarder, par exemple, ma balise titre par rapport au titre des concurrents. Est-ce que le mien est mieux ou moins bien, mais je vais pouvoir m'inspirer. Ensuite, je vais vouloir voir, est-ce que mon contenu est bon? Donc là, ce qu'on fait, nous, via notre outil, c'est qu'on extrait votre contenu, on extrait le contenu des 20 premiers résultats, et on se dit, est-ce que, en fait, tu parles assez, par exemple, peut-être que moi, j'ai pas assez parlé de mots-clés principal, de concurrence, de balises HTML. Là, ici, j'ai les People Also Ask. Donc ça, les People Also Ask, vous savez, c'est toutes les questions qui sont marquées dans Google. Quand je tape balise H1 ici, les 59, donc je me speed. Là, ici, il pose des questions. Donc, c'est hyper important aussi d'avoir en fait des choses qui répondent aux questions. Comme ça, en fait, ça vous fait toujours du trafic additionnel. Donc, ici, nous, on vous dit tout ça pour vous faire une aide à la rédaction de contenu. Et on vous dit aussi, pour info, en moyenne, sur la première page, les gens ont fait 1800 mots. Donc là, c'est galère parce que ça veut dire, en fait, pour info, si tu veux te positionner sur ce mot-clé, il va falloir que tu envoies du paquet parce que, en fait, tout le monde a beaucoup écrit. Si vous voyez que sur la première page de Google, tout le monde a écrit 300 mots, vous serez les rois du pétrole avec 500. Donc, c'est fine. Après, on va regarder la technique ou le netlinking. Le netlinking, c'est tout bête. C'est pour regarder est-ce que les autres, en fait, ont eu des backlinks vers leur page. Ça, c'est peut-être, bon, on n'aura pas le temps d'en parler cette fois-là, mais je serais ravi qu'on en reparle une prochaine fois. Ça sera pour une prochaine, ouais. Voilà, de dire en fait, est-ce que les gens ont confirmé en fait que en faisant des backlinks vers vous, que du coup, en fait, votre article était super. En tout cas, merci pour la démo. Là, on voit que ton outil est bien puissant. Donc, si jamais vous voulez, tu as une version d'essai, non? Tout à fait. Ouais. N'hésitez pas à tester la version d'essai de Smart Keyword. Là, vous verrez à quel point c'est puissant. Mais là, ouais, c'est vrai qu'on a toutes les infos. Là. Et voilà, et donc peut-être, merci, merci Julien, évidemment, avec plaisir pour vous montrer. Là, l'idée, c'était de vous montrer pour conclure, en fait, le côté un peu comment avancer sur son SEO. Il y a différentes options. Il y a le côté en fait freelance sur le côté en fait création de site et SEO. Et là, globalement, vous pouvez avoir un site qui commence à marcher pour 5000 €. C'est tout à fait envisageable. Le truc avec ça, c'est que attention, le contenu, il faut quand même le créer. Donc, est-ce que c'est vous, est-ce que vous le faites rédiger, etc. Mais voilà, avec ce budget-là, je dirais que vous avez un site qui a une structure propre et qui peut commencer à recevoir du contenu pertinent. Il y a aussi l'option formation, donc les formations pilotines sur WordPress, évidemment on a aujourd'hui mettre PilotPress, mais etc. La formation format SEO, donc ça c'est pas nous qui la donnons typiquement, mais il y a des formations digitales au SEO en ligne, et l'ensemble des deux qui vont être en fait 100% financés, vont vous permettre aussi d'avoir des bonnes bases. La difficulté, c'est que typiquement sur les formations 100% en ligne type MOOC, c'est que vous n'aurez pas un interlocuteur par rapport à vos questions précises à vous, mais ça reste la solution évidemment la plus économique. Et puis l'accompagnement complet, là, je dirais, c'est le côté un peu plus, vous vous dites vraiment, je veux, voilà, il y a une ambition derrière de faire vraiment du SEO et de votre site de manière générale un vrai pilier de votre croissance. Et donc là, il faut probablement qu'il faut quand même, en tout cas, pour démarrer, une vraie agence WordPress et une solution SEO. Donc moi, je crois beaucoup. Après, c'est ce qu'on vend, donc évidemment, mais une solution mixte en fait avec un outil et de l'accompagnement. Pourquoi? Parce que comme vous l'avez vu, en fait. En SEO, en fait, c'est pas sur le B2B notamment, c'est pas si sorcier. Et donc, je pense qu'en fait, c'est beaucoup plus malin d'avoir un outil qui vous guide dans le fait de comment faire, plutôt que de payer plusieurs centaines d'euros au jour, en fait, un accompagnement personnalisé pour des choses qui sont automatisables. C'est-à-dire que je préfère payer, en fait, typiquement sur des projets B2B. En SEO, on va pas mal bosser au départ sur la structure. Et comme on l'a dit après, d'un point de vue expertise pure, moi j'ai pas grand chose entre guillemets à vous vendre, même si ça me plairait beaucoup. 3-4 mois après que le site en fait est propre, puisqu'après ça sera plutôt voilà, création de contenu, création de contenu, création de contenu. Voilà à peu près pour merci moi. Merci beaucoup, Louis. J'ai personnellement appris beaucoup de choses, donc un grand merci pour tout ça. Bon, après, il y avait quelques slides, donc on vous enverra toute la présentation. Vous aurez accès à la présentation de Louis, vous aurez accès au replay, bien entendu, du webinaire. On va vous donner toutes ces infos. Avant que vous partiez, donc on a quelques petites questions. Et pour ceux qui vont partir, en tout cas, si vous pouvez, s'il vous plaît, mettre une note
entre 0 et 5 à ce webinaire. Donc, 0, vous avez rien appris. Louis était une grosse tanche et tout ça. Et 5, finalement, il vous a apporté énormément de valeur comme à moi et ça vous a bien été utile. Ça permettra de voir si on est sur la bonne voie et s'il faut continuer. Donc, n'hésitez pas à mettre une petite note, s'il vous plaît, qu'on puisse avoir tout ça. Et on va passer aux questions. Notamment, Christophe nous demande si la balise alt, si elle est toujours importante en 2021 ou si on s'en fout pas mal. Oui, alors en fait, elle est importante si le référencement Google Images est important pour vous. Donc, en gros, je toque. Moi, par exemple, en fait, vous voyez bien mon écran. Là, si je tape balise H1 WordPress et que je vois en fait que par exemple ici, alors ça serait des vidéos, mais que là, quand je vois que Google valorise des vidéos, ça me donne une forte indication sur oh là là, ça serait vraiment la classe que j'en ai. Si je vois des blogs Google Images, par exemple, si je tape robe rouge de soirée, là, potentiellement, je vois que vous voyez, il me sort du Google Images ici. Donc, il considère que c'est hyper important. Et là, en fait, si je suis un site e-commerce, du coup, qui vend des robes rouges de soirée, c'est ultra important. Enfin, de manière générale, sur un site e-commerce, du coup, ça va être absolument primordial de travailler effectivement les attributs alt parce que, en fait, il y a beaucoup ce côté inspirationnel. Et du coup, voilà, vous voyez, là même, Google me propose d'autres termes. Et du coup, même si c'est assez sexy, quoi. En tout cas, tout va être fait pour que, du coup, je reste dans l'écosystème Google, que je clique sur du shopping et que voilà, mais donc là, je dirais dans ce cas-là, évidemment oui. Donc, entre guillemets, ça dépend de la page qui est visée. C'est-à-dire qu'en tout cas, faut être fin sur le côté, typiquement quand on lance un crawl global de votre site, ça veut rien dire de dire il y a 230 images sur lesquelles il n'y a pas d'attribut alt. Non, on s'en fout. Si c'est tes pages spaghetti, en fait, t'embête pas à mettre des attributs alt. Si c'est la page en fait agence SEO WordPress, là par contre, vas-y, mets le paquet. Ok, super, merci. Christophe demandait et si les thématiques sont placées en sous-domaine. C'était tout à l'heure quand tu parlais du sous-domaine et tout ça. Ça avait l'air d'être bon. Donc du coup, au lieu de faire un multi-site avec plein de noms de domaines de partout, vaut mieux avoir des sous-domaines. Ça donne quand même plus de puissance au domaine principal. Alors, ça donne plus de puissance. Le seul problème du sous-domaine, c'est que en fait, c'est souvent de la conversion. C'est-à-dire que vous êtes content parce qu'il y a le sous-domaine, c'est facile à gérer, c'est pas les mêmes personnes, etc. Mais je prends par exemple un site avec lequel j'ai discuté hier. En fait, ils ont un blog hyper puissant. C'est un truc assez sympa. En fait, ils vous font des conseils pour promouvoir. Voilà, vous avez fait un super article, un super morceau de musique et vous voulez être diffusé sur Shopify, sur Spotify, pardon, ou n'importe quoi. Donc, ils vous font des articles qui marchent du tonnerre. Mais en fait, le fait que ce soit sur un sous-domaine, vous voyez, vous êtes là, on voit effectivement la template WordPress assez classique, etc. En termes de conversion, c'est un peu pourri. Parce qu'en fait, là, le menu, c'est le menu du blog. Enfin, c'est le menu du blog. La droite, c'est le template du blog, etc. Alors que si je suis sur le site naturellement, mes call to action sont tous meilleurs. Ma structure du site, en fait, est plus adaptée à la conversion. Mais si on dit qu'on s'en fiche de la conversion, le sous-domaine marche très bien. Ok, top. Alors Christian disait si on débute et qu'on n'a pas de témoignage client, est-ce qu'il vaut quand même mieux rajouter une partie témoignage client ou vaut mieux la dégager? Est-ce que ça sert vraiment les témoignages clients? À part pour le côté marketing, mais en SEO. Alors en fait, moi la page on voit pas ton écran. On voit plus ton écran. Ah pardon, excuse-moi, je vais repartager. Je croyais que je partageais depuis. Je repartage. Hop. Ouais, donc en fait l'idée c'est que moi, pour rester cohérent avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ici ma page client, elle ne sert que à de la réassurance. C'est-à-dire que d'un point de vue SEO, elle sert à rien. Donc si là vous n'avez pas de quoi la faire, ne l'inventez pas. Enfin en tout cas, ne le faites pas pour le SEO. Par contre, en fait, ce qui peut être intéressant, c'est que sur les fameuses landings qu'on disait ici, là, par exemple la landing netlinking, c'est tellement cool d'avoir des témoignages ici que là, je dirais, en fait, ça permet de densifier aussi en contenu. Et vous voyez, on va essayer de faire des témoignages. D'ailleurs, là, ici, c'est une page netlinking. Je fais des témoignages liés au netlinking. Là, ici, ça parle de netlinking. Ici, ça parle de bon backlink. Ici, ça parle de netlinking, etc. Donc, je ne devrais pas dire ça, mais si vous n'en avez pas, peut-être demandez à quelques copains qui ont leur boîte si vous avez le droit de les mentionner. Non, mais parce que ça permet de densifier. Et c'est vrai que franchement, pour des pages un peu transactionnelles,
le témoignage client, ça dépasse le cadre du SEO, hein, mais il est quand même cool. Ouais, c'est la preuve sociale, c'est assez important. Mais si vous avez des vrais témoignages avec des vraies vidéos, alors là, c'est encore mieux quand même. Alors Christophe nous demande en dernière question, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre, mais dernière question de Christophe, quelles sont les principales différences avec le B2C par rapport à tout ce que tu viens de nous montrer et qui ne spoil pas le webinaire qu'on fera en septembre sur le e-commerce? Ouais, alors le B2C, le truc c'est que en fait, je vais prendre par exemple, on a la chance de travailler avec GoSport, ce qui est sympa quand on aime le sport, c'est qu'en fait GoSport, par exemple, du coup, évidemment en ce moment le foot pulse, et on va à l'équipe de France aussi. En fait, là vous voyez, en gros, ça n'a rien à voir avec, en fait, c'est pas des pages de contenu, enfin c'est des pages de contenu, mais c'est des pages en fait de listing produits. Et donc les optimisations SEO sont très différentes en fait sur le côté, typiquement voilà, les attributs alt comptent énormément, mais on va beaucoup plus parler de est-ce que ces pages-là, comment optimiser en fait, le listing du contenu avec peut-être ce qu'on appelle le maillage interne, comment je vais mettre des blocs de contenu éditoriaux en fait, parce que je suis bien conscient, surtout que là depuis tout à l'heure on est en mode desktop et je m'en excuse, c'est idiot parce que évidemment sur le site e-commerce 60 à 70% du trafic est mobile, et donc on va pas mettre un iPhone 10 mais un bon vieil iPhone 5. En fait ce que voit l'utilisateur du coup c'est ça. Et donc comment ça le rendre SEO compliant? Parce que si je veux faire du contenu, bah zut, enfin c'est au détriment de la conversion. Donc en fait, on est beaucoup plus tout de suite dans des hacks parce que autant sur le B2B, je dirais que le SEO est le moteur, c'est vraiment le fuel du site, les pages de blog et tout, parce que s'il n'y a pas ça, ben, le site est juste un peu pauvre. Autant sur le e-commerce, en fait, c'est plutôt un mal nécessaire. Puisque en fait, on a besoin du contenu pour que ça plaise à Google, mais l'utilisateur, quand il cherche un maillot de Griezmann, il cherche pas à avoir la biographie de Griezmann ou le fait qu'il ait raté son dernier penalty, quoi. Donc du coup, c'est voilà, typiquement ici, vous voyez, il y a un petit texte, mais on a un peu mis le texte en bas de page, un peu à la zob, histoire de dire à Google, regarde, je sais de quoi je parle, mais la pertinence du contenu est bien moindre. Super. Eh ben, merci beaucoup, Louis, pour tous ces éléments. J'ai appris énormément de choses. J'espère que vous aussi, qui avez participé à ce webinaire, vous avez aussi appris pas mal de choses. Merci, Louis. À plus. Merci, bye. Salut. À bientôt. Ciao.